procès 100 jours, les verdicts ainsi que ses contours, est-ce une vérité judiciaire ou une vérité politique? D'aucuns voient en ce procès comme étant un procès politique, d'autres voient aussi comme étant le réveil d'un État de droit, tel que prôné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour en parler, Robert Kayenga, cadre AVC. Bienvenue, Monsieur Robert. Merci Jean-David pour l'invitation. Voilà. Désiré Chimbenkoy, cadre en vol. Bienvenue, Monsieur Désiré. Merci, Monsieur Kilolo, pour l'invitation. Voilà. Monsieur Robert, je commence avec vous. Vous êtes avocat. Avant que nous n'entamions notre thématique, il y a au niveau du Parlement une proposition de loi. Proposition de loi d'Aubin Minakou ainsi que du député Sakata. Qui demande quand même des innovations par rapport à la loi qui concerne les juridictions. Votre aperçu? Je pense que cette loi est un recul majeur. Recul majeur. Pour la démocratie et pour l'état de droit. Vous savez, notre histoire juridique et même judiciaire a évolué. Et que nous sommes passés d'une étape où le pouvoir exécutif était... La justice était inféodée au pouvoir exécutif, où il y avait des implications du pouvoir exécutif dans la justice, ce qui mettait en cause, qui mettait en mal l'indépendance du juge. Avec cette loi maudite. Maudite? Et oui, c'est une loi maudite. Parce que vous savez, aujourd'hui, on veut manipuler la justice. On se rend compte que pendant les 18 ans passés du règne de Joseph Kabila, on a fait des lois taillées sur mesure. Donc on voit l'individu, on fait la loi parce qu'il y a l'individu en face. Aujourd'hui, l'honorable Aubin Minakou propose une loi parce que le ministère de la Justice revient au FCC. C'est ça la logique, c'est ça la motivation. Et demain... Et hier, en 2011, lorsqu'il avait proposé, ils avaient toujours le ministère de la Justice. Ils avaient proposé quoi? Ils avaient proposé quoi? Non, mais en 2011, il y a eu une modification par rapport à cette loi. Non, mais en 2013. En 2013, c'est la loi de 2013. Oui. Mais cette loi-là ne portait pas atteinte à l'indépendance de la justice. Et parmi les dispositions de la Constitution intangible, il y a aussi l'indépendance de la justice. Comment vous voulez que le parquet, qui a le pouvoir de rechercher les infractions sur l'étendue de la République, de poursuivre ceux qui commettent des infractions, soit inféodé aux politiques? Est-ce que vous trouvez ça normal? Que le parquet, quand il va mettre en mouvement une action publique, que le ministre de la Justice ait le pouvoir de dire au parquet ne fais pas ton travail et de sanctionner le magistrat instructeur. Mais ils se sont référés aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis. C'est lui qui est là, c'est lui qui est en charge de la justice. Vous voyez il est aussi procureur. Vous voyez même le sadisme des auteurs de cette loi se trouve à quel niveau? En 2013, on a refait cette loi. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. On veut encore revenir sur des propositions pour réviser la même loi et proposer, tout en copiant. Aubin Minakou était président de l'Assemblée nationale. Il ne connaissait pas que cette loi existait. Aujourd'hui, le problème, la peur, c'est la justice aujourd'hui. On connaît le passé de tout un chacun de nous. Les gens ont peur maintenant que la justice, qui est indépendante aujourd'hui, qu'elle se mette au service du peuple. Parce que ne vous trompez pas, la justice, elle est rendue d'abord au nom du peuple congolais, pas au nom des individus. Alors, qu'on n'ait pas peur de la justice. Et cette loi, je vous dis, David Kilolo, retenez ceci, cette loi-là ne passera pas. Parce que sans la justice, cette nation ne va pas se relever. Et que les gens cessent de faire de lois taillées sur mesure parce qu'il y a des individus qui sont là. Vous vous imaginez aujourd'hui, si demain, le ministère de la Justice reviendrait par exemple à la Mouka, c'est un exemple banal, on va encore modifier cette constitution, cette loi, pour que ça soit encore modifié. Pourquoi ne devons-nous pas respecter le caractère d'une loi? La loi, elle est impersonnelle, elle est générale, elle est abstraite. On ne peut pas aujourd'hui faire de loi parce qu'on se retrouve eux-mêmes coupables de cette loi. On estime que si on vous applique cette loi, non, alors on doit vite la changer. Ça, ce n'est pas un comportement républicain, ce n'est pas un comportement responsable. Nous disons au peuple congolais, nous disons aux magistrats ainsi qu'aux avocats de pouvoir faire obstacle, échec à cette loi qui est une loi, je dirais, impropre, une loi qui ne peut pas passer parce qu'elle viole non seulement, et je voudrais rassurer au peuple congolais, que la loi organique, avant sa promulgation, doit être transmise à la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle voie sa conformité à la Constitution et promulguée par le chef de l'État. Et donc, nous estimons que la Cour constitutionnelle, parce que le président de la Cour constitutionnelle lui-même, c'est lui le président du Conseil supérieur de la magistrature. Nous pensons qu'en âme et conscience, il n'acceptera pas qu'une telle loi passe
qui est une loi qui va réduire les magistrats à un simple enfant de service du ministre de la Justice. Nous y reviendrons en long et à large dans nos prochaines émissions et dans nos prochaines éditions. Monsieur Désiré Tshimbe-Koy, nous parlons maintenant du procès sans jour. Pour vous, vous êtes en vol, vous demandez aussi l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon, au fait, ce que nous faisons remarquer dans ces procès, avant de parlementer sur le fond, nous pensons que ce procès est un procès de l'illégalité. L'illégalité pourquoi? L'illégalité parce que les dispositions de la Constitution ont été violées dans la conception de la politique de la nation. L'article 91 de la Constitution est clair. La politique de la nation ou la politique publique n'est pas l'œuvre unilatérale du président de la République ou de la présidence de la République. Cette œuvre est conçue en concertation avec le gouvernement et c'est le gouvernement qui en assume la responsabilité au niveau du Parlement. Ce que nous avons vu dans ces procès de 100 jours, c'est tout à fait regrettable parce qu'il s'est créé une sorte de gouvernement parallèle au sein de la présidence de la République, avec l'installation d'une coordination de la présidence de la République qui n'avait même pas tenu compte de ministres qui étaient en place. Donc ça, c'est le premier élément qu'il faut relever. Mais aujourd'hui, ici, il faut parler en termes de responsabilité sur la décision qui a été prise par les tribunaux de grande instance. En vol, nous avons combattu pour l'indépendance de la justice. Nous pensons que l'État de droit se éviter de faire des commentaires sur une décision judiciaire. Je pense qu'il ne faut pas compter sur nous pour commenter par rapport à la décision qui a été prise. Mais si, il faut parler de responsabilité, même si aujourd'hui, M. Vital Kamerhe porte la responsabilité pénale parce qu'étant condamné par la justice, mais le président de la République ne va pas s'échapper de la responsabilité politique. Nous pensons dans cette histoire qu'il y a deux postulats, deux hypothèses à mettre en place. Soit lorsque cette barbarie, cette criminalité financière était en train d'être mise en place, le président de la République a été au courant et qui n'a pas pris des dispositions pour arrêter cela, ou soit il n'a pas été au courant de cela, et ce grave et ce tragique, ça démontre une sorte de crise de leadership au niveau de l'institution président de la République, que des choses se passent et qu'il n'en soit pas au courant, il devra rendre compte devant le peuple en 2023. Voilà, le président devra rendre compte en 2023. Toutes ces sommes d'argent qui ont été décaissées, il y a eu même des annotations. Et plus de 17 fois, le nom du chef de l'État a été cité au courant de ce procès. Et si aujourd'hui, on veut dire que le président n'est pas responsable politiquement et pénalement, c'est trop fort. Non, je voudrais d'abord saluer mon co-débatteur, et tout en lui disant que ce que l'histoire retiendra, c'est que sous le règne de Félix Tshisekedi, son directeur de cabinet, qui a été cité dans une affaire de détournement, a été arrêté, mis sous mandat d'arrêt provisoire, jugé et condamné. Je crois que nous sommes encore tous jeunes, nous pouvons encore relire l'histoire de notre pays. Si nous pouvons encore retrouver des cas pareils, alors on se dira que le chef de l'État répondra devant le peuple. Donc le peuple congolais sait qu'aujourd'hui, que tous les détourneurs dans le régime de Tshisekedi ne vont pas échapper à la loi. Et c'est ce qui est plus important, parce que le détournement n'a pas commencé aujourd'hui. Je pense que mon co-débatteur, peut-être qu'il n'a pas été au courant de tout ce qui s'est passé pendant les 18 ans de Joseph Kabila, de tout ce que nous avons connu comme détournement dans ce pays depuis que Mobutu est au pouvoir, peut-être qu'il n'est pas au courant. Vous pouvez toujours lui rappeler, vous pouvez toujours lui demander d'aller lire, de revenir sur la politique du pays, il comprendra l'utilité de ce qu'a posé Tshisekedi. Et c'est ce qui va même faire que le peuple puisse le voter, parce que le peuple a compris qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est capable de garantir l'indépendance de la justice, ce qui n'a jamais existé. Et ça, je le dis en tant qu'avocat, je sais ce que cela veut dire. Un directeur de cabinet du chef de l'État, en fonction, être interpellé par un magistrat, auditionné, et le dossier fixé devant le juge, et le dossier, il est jusqu'à recevoir une condamnation. Et la condamnation la plus sévère du juge qui puisse exister. Avez-vous déjà entendu ça depuis que vous êtes né?
pour que vous puissiez dire qu'il a une responsabilité politique à répondre devant le peuple. Mais il y a eu beaucoup de détournements. L'argent de l'État a été détourné dans ce pays de manière ostentatoire et sans que personne n'en fasse un problème. Et d'ailleurs, dans des régimes passés, quand vous détournez, on vous gratifie par un autre poste. On vous fait partir d'ici, on vous gratifie avec un autre poste à côté. Mais ici, le peuple s'est rendu compte que nous avons un président aujourd'hui qui ne fait pas de la corruption, qui combat la corruption. Et ça, le peuple en 2023 se rappellera de ça. Il ne se rappellera pas du fait qu'il y a eu des annotations. Et vous savez, les annotations, c'est quoi? Moi, je suis conseiller du ministre de l'économie nationale, je suis conseiller juridique. Quand un ministre donne ce sont des orientations qu'il donne. Et c'est interne, tout simplement. Et ces orientations ne veulent pas dire que moi qui suis conseiller, ou vous qui êtes directeur de cabinet, tu puisses aller détourner le fonds. Ou que tu puisses jouer à la machination et jusqu'à commettre des actes pénaux, répréhensibles. Ça, les annotations ne disent pas ça. On vous dit par exemple, me mettre tel pour disposition. Donc tu prends en tant qu'expert du ministre ou du chef de l'État, tu prépares le dossier et puis tu le soumets. Mais si dans l'entretemps, toi tu organises une machination, tu orchestres une entreprise criminelle pour détourner les fonds qui vont sortir, est-ce que les annotations, on dit, parce que les annotations on les a dit, on ne les a jamais produites, mais qu'on nous dise dans ces annotations, il est dit quoi? Il est dit que le chef de l'État avait demandé, quand tu iras voir Massaro, quand tu iras voir Djamal, il te donne 10 millions, tu vas rétrocéder 5 millions. Qu'on nous montre ces annotations. Mais si ce sont les annotations pour l'avancement du dossier, ça n'a rien à voir avec le détournement. Parce qu'on peut se rendre pénalement responsable. Je crois que mon co-débatteur dit il évoque l'article 91 de la Constitution. Bon, vous savez, quand vous parlez de certaines choses, il faut toujours avoir le temps de bien les affûter. Vous savez, lorsqu'il y a eu les 100 jours sont intervenus pendant que le gouvernement était démissionnaire, et voilà, c'est d'ailleurs une preuve que le juge, si vous avez suivi la décision judiciaire, parce qu'elle est déjà rendue publique, nous ne commentons pas le procès, mais lorsque le procès est public, lorsque la décision est déjà rendue publiquement, tout le monde a eu écho de la décision, et donc tout Congolais est libre de tirer les conséquences de cette décision. Effectivement. Et donc, le juge dit que dans la gestion, on a orchestré, on a tout été opaque. On a même cité des ministres qui étaient membres de cette commission, mais qui n'ont jamais été au courant et qui l'apprenaient pour la première fois. Le ministre Toro Louakaladi, il dit, j'ai appris pour la première fois que j'étais dans cette commission à la télévision lors de ce procès. Et donc, vous dites que les chefs de l'État étaient au courant, mais il suffit d'amener les chefs de l'État un document et dire, voilà, il y a tel membre de la commission, nous nous sommes réunis à telle date et tout ça. Donc, et ça, qui pouvait le savoir? Qu'il y a une commission on a mis le nom des ministres, mais qui n'ont jamais assisté. Ou sont ceux qui ont assisté, comme les CG du développement rural. On a parlé d'autre chose que le problème de maisons préfabriquées. Alors, tout était orchestré et tout était vraiment fait pour que nous puissions... Donc pour vous, il n'y a pas de responsabilité politique du chef de l'État. Le chef de l'État n'y connaît rien. Aujourd'hui, le chef de l'État vient de résoudre l'un des problèmes majeurs, celui de garantir l'indépendance de la justice. Vous savez, Vital Kamerhe n'est pas seulement le directeur de cabinet du chef de l'État, c'est un allié. C'est quelqu'un avec qui le chef de l'État a passé des nuits sur des motos, sur des pirogues pour battre campagne. Il a été au four au moulin directeur de campagne du chef de l'État. Il a été avec lui, c'est son ami, un ami d'armes avec lui. Ils ont battu campagne ensemble. Et donc, tu penses que le chef de l'État peut être très content de voir son directeur de cabinet dans cet état des choses? Mais au moins au nom de la justice, au nom de l'indépendance de la justice, le chef de l'État ne s'est pas immixé. Il est resté calme, il a regardé la justice faire son travail. Je crois que même là où il est, c'est la raison pour laquelle Vital Kamerhe n'a pas été révoqué à la première arrestation. Pourquoi? Parce que le chef de l'État continue à croire qu'il aura le temps de se défendre, peut-être que sa responsabilité, il sera peut-être acquitté. Donc voilà, tout ça était... Personne ne content au sein du cash de ce qui arrive à Vital Kamerhe. Mais nous déplorons que nous ayons eu quand même un allié qui n'a pas été correct avec nous sur certaines questions. Donc ça, c'est quand même triste parce que nous, avec Vital Kamerhe, nous nous sommes battus pour un état de droit, nous nous sommes battus pour une bonne gestion et nous estimions que tous ensemble, on pouvait relever ce pays et tout en mettant fin aux pratiques anciennes qui ont ruiné ce pays. Voilà. Avec la condamnation de Vital Kamerhe, n'est-ce pas là le réveil de l'état de droit, un état de droit prôné par le chef de l'État, Félix Tshisekedi? Bon, vous savez, avant de prendre votre question, je voudrais faire un pas rétrospectif sur ce qu'il vient de dire. Je pense qu'il n'a pas répondu à ma préoccupation. La première préoccupation était de signaler qu'il y a eu violation de la Constitution. Violation en quoi? Violation de la Constitution parce que le programme de 100 jours a été confié à une coordination
on viola l'article 91 de la Constitution qui dispose... Vous savez, la considération politique qui consiste à faire croire que des gouvernements qui expédient les affaires courantes et qui ne peuvent pas, de ce fait, mettre en exécution la politique publique est une considération politique sans aucun fondement juridique. Il est avocat, il n'a pas pu étayer cela. Et de deux, il n'a pas pu exclure le président de la République de sa responsabilité politique. Parce qu'il ne faut pas renier la coalition. Il ne faut pas renier le régime. Le régime d'aujourd'hui est conduit par le président Tshisekedi. Le peuple voit messieurs Félix Tshisekedi, président de la République. Il ne faut pas les dissocier de ceux qui sont en train de gérer avec lui. Je ne pense pas qu'il faut aussi pouvoir lier l'implantation exacte d'un état de droit à la livraison d'un seul procès. Parce que nous avons entendu... Non, c'est les débuts. Nous avons il y en a entendu, mais dans ce même contexte, il y a de DG qui auraient refusé de répondre à une invitation. Mais il y a d'autres DG qui sont là. Donc, d'ici le 25, il y aura le verdict. Il y a le verdict de Mukuna, le verdict de tout ça, il y en a. Il y a nous fustigeons la loi, le principe de 2 poids, 2 mesures, de pratiques que nous avons combattues ensemble avec l'actuel président de la République, continue d'être constaté au sein de la classe politique. Par exemple, aujourd'hui, pendant que le peuple est en train de souffrir, vous constatez cette pratique de dépassement budgétaire au sein de la présidence de la République. Vous avez lu le rapport avec l'ajout des 294 agents. Je ne sais pas si c'est par cette méthode ou ce mécanisme qu'on va résolver le chômage. Et ça coûte trop à l'État. On alourdit le charge de l'État avec un dépensement budgétaire qui a doublé et des dépenses de 67,752 millions de dollars américains à 2019 et à 2020, nous continuons à marcher avec la même méthode. Donc, deux choses, vous prenez la République démocratique du Congo depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, vous enlevez les dates, les problèmes restent les mêmes. La classe politique est en train de bénéficier d'une certaine assurance beaucoup plus éléphantesque, alors que la population est en train de souffrir. Nous fustigeons cela. Nous pensons que l'état de droit, ce n'est pas suspendre un seul procès et démontrer qu'il existe un état de droit pendant qu'il y a des gens dans ce pays qui, jusqu'à aujourd'hui, ont reçu l'invitation de la justice, mais continue de refuser d'en les répondre. Nous retiendrons qu'à l'époque de M. Félix Tshisekedi, qui a mis, parce que l'état de droit, ce n'est pas la justice. L'état de droit est une politique qui consiste à mettre au centre de la scène la justice, l'indépendance de la justice. Et l'indépendance de la justice, c'est lorsqu'on permet à tout le monde de pouvoir être garanti de ce droit. Ce qui n'est pas le cas. Nous pensons que nous avons encore un combat. De choses que nous avons combattues hier continuent d'être faits aujourd'hui et nous déplorons cela. Voilà, il déplore cela. 100 jours, c'est anticonstitutionnel. Il a relevé beaucoup d'aspects. Monsieur Robert Kayenga. Non, je voudrais d'abord dire à mon co-débatteur, d'abord, il se pose un problème. Tous les Congolais ont du mal à cerner d'abord la politique d'envol. Vous savez que pendant la campagne, Envol a battu campagne pour le président de la République. Oui, Félix Tshisekedi. Et ils se sont fait élire parce qu'ils étaient soutenus les chefs de l'État, qui est actuel. Bon, ils sont dans l'opposition ou ils sont avec nous parce qu'Envol a même des membres dans les institutions. Donc au niveau de Kananga et tout ça, Envol a des membres dans les institutions. Alors ce sont des gens qui viennent comme ça, des gens avec une telle politique qui viennent nous faire des leçons à la télévision pour dire, voilà, nous voulons la bonne gestion. Mais commencez par être d'abord correct, vous-même, avec votre conscience. Vous avez battu campagne pour le chef de l'État, qui aujourd'hui est en train de gouverner. Vous avez les membres de votre parti dans les institutions, mais vous êtes dans l'opposition. Alors, devons-nous définir qui est opposant dans ce pays? La loi est claire, elle définit ce que c'est l'opposition. De deux, je crois qu'il ne m'a pas compris. J'ai dit que la responsabilité politique du chef de l'État n'existe pas. Le peuple retiendra au moins que... Parce qu'ils ont géré avec Kabila. Et tu n'oublies pas que Cédric Sessanga était ministre, je pense. L'ancien ministre. 1+4. Ça, c'est 1+4. Exactement. Oui, mais pas avec... Et à cette époque-là, il y a eu des gens qui ont violé, même des ministres qui ont été démis de leur fonction. Est-ce qu'on les avait poursuivis en justice?
Mais au moins cette fois-ci, il y a des gens qui répondent devant la justice. Il y a même des ministres en fonction qui viennent comparaître devant le juge pour témoigner de ce qu'ils ont vécu. Et donc, et puis l'état de droit, ce n'est pas cette définition-là. L'état de droit, c'est un pays, c'est une nation où tout le monde est au-dessus, la loi est au-dessus de tout le monde. C'est ça l'état de droit. Ce n'est pas mettre au centre de la justice, non. L'état de droit, c'est ça. La loi est au-dessus de tout le monde. Tout le monde est en dessous de la loi. Tout le monde est en dessous de la loi. Comment les chefs de l'État qui a permis à ce que la justice fasse son travail? Il évoque le cas du DG de Ogefrem. Mais il vit en clandestinité. La justice finira par mettre la main sur lui. Est-ce qu'il il est chez lui à la maison? Non, il n'est pas chez lui à la maison. Il vit en clandestinité. Il ne se présente pas au bureau. Je vous dis qu'il vit en clandestinité. Renseignez-vous, vous êtes un journaliste d'investigation. Renseignez-vous, il vit en clandestinité. Il ne vient même plus au travail. Pourquoi il ne vient pas au travail? Parce qu'il y a quand même le service minimum qui le font. Pourquoi il ne vient pas au travail? Donc la justice est en train de faire son travail. L'état de droit. Voyez l'opposition congolaise. On est en train même d'ailleurs de vouloir anéantir cette indépendance de la justice en cherchant à initier une loi où le parquet doit être inféodé au ministère de la Justice. L'opposition est en train de tirer sur Tshisekedi. Pendant que nous nous disons non, la justice doit continuer. Nous nous battons pour que l'indépendance soit effective. Au lieu que l'opposition nous donne la main forte pour que nous puissions rendre l'état des droits effectif, et ils sont en train de tirer à boulet rouge sur Tshisekedi. Peut-être par aigrisme ou par quoi, on ne sait pas, par haine, on ne sait pas. Mais vous avez des gens, on a une loi qui est en train qui est déposée au Parlement. Une loi qui est anticonstitutionnelle. La vraie loi anticonstitutionnelle est déposée à l'Assemblée nationale. Pourquoi l'opposition ne fait pas pression? L'opposition est en train d'assister passivement et en train de s'attaquer seulement à Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui est le problème, ce n'est pas tout ce que les autres sont en train de faire. Nous disons que l'état de droit n'est pas certes effectif. Mais là, il y a des signaux forts. Nous avons un ministre de l'Intérieur, provincial, qui a été jugé en flagrance et condamné. Ça ne s'est jamais fait. Nous avons l'ancien président de l'Assemblée nationale, provincial de l'Assemblée nationale. Nous avons un ancien ministre professeur des Finances ici. Les cas sont légion. Aujourd'hui, les magistrats sont libres de poser des actes. Aujourd'hui, les magistrats sont libres d'appeler qui ils veulent. Et voilà pourquoi on dit que c'est une république des juges. Donc voilà, ça commence à gêner. Oui, une république des juges à tout moment. Mais voilà pourquoi il y a cette loi au niveau de l'Assemblée nationale. Pour réduire un peu cette république des juges. Non. Nous voulons l'indépendance de la justice. Que les gens se comportent dignement. Les gens ont peur de l'indépendance de la justice parce que, vous savez, la justice, les juges, les magistrats ont toujours eu ce pouvoir pendant plusieurs années. Tout ce temps qu'Aubin Minanko était président de l'Assemblée nationale, le juge et les magistrats avaient toujours ce pouvoir-là. Mais il le sait, il est juriste comme moi. Et de surcroît, bon, il se réclame professeur d'université. Donc, il connaît que les magistrats avaient ce pouvoir. Seul le magistrat peut vous condamner à mort. Et quelqu'un comme ça, vous pensez que c'est un petit monsieur? Il ne le savait pas. Que seul le magistrat peut décider de te mettre en prison pendant autant d'années. Il ne le savait pas. Mais pourquoi seulement aujourd'hui, ils doivent le faire? Parce qu'ils ont senti la menace. Et nous demandons à l'opposition, au lieu de continuer à tirer à boulet rouge sur Félix, venons sur les questions des débats nationaux, des problèmes qui menacent la vie même de notre nation. Ce sont ces problèmes-là. Parce que sans la justice, nous sommes chrétiens, il est dit que la justice élève une nation. Sans la justice, rien ne pourra se faire dans ce pays. Les gens, ils disent que nous pouvons changer de date et la situation des Congolais reste la même. Il a peut-être raison, mais je lui ai dit dans l'histoire de notre pays, avait-il déjà entendu qu'un directeur de cabinet chef de l'État en fonction a été invité et entendu sur PV et être mappé par un magistrat? Est-ce qu'il a déjà entendu ça? Et ça, il n'a jamais entendu. Est-ce qu'il ne peut pas considérer ça comme des avancées dans la mise en œuvre d'un état de droit? Il ne peut pas considérer ça. Pourquoi il y a des caciques du FCC qui crient déjà à la République des juges? Parce qu'ils ont senti la menace. Ils ont senti que les juges sont en train de faire leur travail aujourd'hui. Nous avons jeté l'un des avocats de Kaboun au Conseil d'État et à la Cour constitutionnelle. Au Conseil d'État, nous avons obtenu l'ordonnance qui avait obtenu la suspension. Et à la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle nous a déboutés. Mais mon client, Kaboun, a dit, maître, vous avez fait votre travail, la justice a décidé, nous nous inclinons devant cette justice-là. Nous nous inclinons devant. Est-ce que nous n'avons pas, Kaboun n'avait pas le droit de faire un recours en rectification devant la Cour constitutionnelle? Il y avait des voies de cours étaient épuisées. Pourquoi nous avons accepté le verdict de la Cour constitutionnelle? Pourquoi nous l'avons accepté? Pourquoi les députés ont voulu saper l'ordonnance du Conseil d'État?
tout en voulant même opposer, refuser l'exécution d'une décision de la justice. Pourquoi ils n'ont pas voulu le faire? Tout ça, c'est pour mettre à mal l'état de droit. Mais nous sommes dans ce combat-là. Nous sommes dans le combat d'un état de droit. Nous voulons que l'état de droit soit effectif. Je vous ai montré l'exemple. Jean-Marc Kabounda a été évincé de la manière la plus cavalière qui puisse exister. Il a fait ses recours en justice. Il a été, à un moment donné, il a gagné. À un moment donné, on l'a débouté. Il s'est incliné devant la justice et il continue sa vie politique autrement. Merci. Ça, un état de Merci droit. beaucoup. Vous avez chuté. Oui, monsieur Désiré Tshimbenkoy. Bon, vous savez... Vos derniers mots par rapport à l'état de droit et à ce que vous nous aviez préparé. Nous regardons avec plaisir les membres de la coalition en train de s'entretuer. Nous aurions voulu qu'ils soient plutôt en cohabitation, mais ils nous ont fait croire que tout allait bien. Aujourd'hui, ils demandent à l'opposition de venir combattre pour eux. Bon, nous comprenons. On ne nous fait pas de leçons, nous, en vol en termes de propositions. Nous en avons déjà démontré. Mais la loi au niveau de l'Assemblée nationale. La loi sur la dissolution du Conseil national de suivi de l'accord est l'œuvre d'envol. Et la loi sur le statut de l'opposition est l'œuvre du président du parti politique en vol. Ce n'est pas un grand sèche qu'on apprend de sauter. L'opposition au niveau de province et l'opposition au niveau du gouvernement central est tout à fait distincte. Donc, mais maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, la loi qui est là, la loi Minakou et Sakata, nous sommes contre de cette loi proposée par le régime, proposée par la majorité. Et vous savez, la majorité présidentielle aujourd'hui, c'est quoi? Ce FCC cache. Je ne vois pas comment ils doivent commencer à pleurnicher sur des questions qui relèvent de leur propre coalition. Je ne veux pas entrer là. L'envol a soutenu Félix Tshisekedi parce que nous avons constaté en ce moment qu'il était celui qui incarnait les changements pour l'alternance. Mais nous n'avons pas soutenu votre coalition. Nous avons fait notre déclaration au sein du Parlement à l'opposition et nos élus qui siègent au niveau de l'Assemblée nationale sont en train de siéger à l'opposition. Je ne vois pas comment vous pouvez demander en vol de venir entrer dans la lutte de l'UDPS. L'honorable Delis Sanga ne fait pas cette politique pour juste ce qu'on appelle politique de ventre, peuple d'abord, mais quand on arrive au pouvoir, c'est autre chose. Merci beaucoup Désiré Tshimbenkoy. Merci de votre passage, votre cadre d'envol. Merci à vous Robert Kayenga. Vous n'avez toujours pas votre langue en poche. À chaque fois quand vous êtes là, on a toujours cette effervescence-là de continuer les débats. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. Dans quelques minutes, il sera 20h dans l'est de la République démocratique du Congo et 19h ici à Kinshasa, heure à laquelle Télé 50 va vous proposer la grande édition des Grâces Salambo. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50 tout en respectant les gestes barrières.